excellent réveil et merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour d'Algérie. Cette édition aura une couleur toute particulière, une couleur mais aussi des émotions particulières qui seront suscitées par des parcours extraordinaires d'auteurs et de plasticiens également et de chanteurs lyriques. Et oui, nous aurons le plaisir aujourd'hui de retrouver à l'occasion d'une exposition abritée actuellement par Dara Abdeltif, le plasticien Denis Martinez qui propose tout un concept visuel actuellement dans cette villa mythique d'Alger. Il est accompagné de ses complices, entre autres Farid Khoudia, donc chanteur lyrique avec qui il a eu une très belle aventure à raconter absolument ce matin dans notre émission. C'est dire à quel point donc la poésie est porteuse justement d'images, mais aussi de sonorités qui nous bercent au quotidien. À l'instar aussi de la poésie portée par Hamid Larbi, donc qui nous vient directement de France. Donc il vit actuellement à Montpellier, il est de passage à Alger. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter son tout dernier album pour une note justement de poésie et de douceur dans cette émission à travers justement le recueil de poésie intitulé Entre paroles et infini. Donc aujourd'hui, nous aurons aussi à voyager à travers les arts populaires, notamment les jeux des anciens, ceux justement qui amusaient les enfants jadis et donc que mettra en avant Siham Kenmouch dans sa rubrique ce matin. Des parcours exceptionnels, il en sera question dans cette émission, notamment celui d'Abdelmejid Derezkan. Vous verrez, j'ai l'impression que cet homme a vécu 2 vies et non pas une, en voyant la somme d'événements qui ont jalonné son parcours qui est multiple dans différents secteurs de la vie. Et donc, il aura le plaisir, il a eu déjà le plaisir de rencontrer son lectorat au Salon du Livre de Boudjmiya, du côté de Tixirt, et nous aurons aussi le plaisir d'échanger avec lui ce matin et de parler des escales les plus importantes de ce parcours extraordinaire. Donc lui a participé essentiellement à l'encadrement sportif dans notre pays et le sport, il en sera question aussi dans la rubrique animée par Belkhadim Riyad ce matin qui reviendra sur cette Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Merci vraiment à tous ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec nous jusqu'à 9h30 et pour vous donner une idée de la journée, du temps qu'il fera en cette journée, voici Amel Laribi pour un point météo. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va, en forme ce matin? Pardon? En forme ce matin? Oui, ça va, il fait frais. Il fait frais, oui. La fraîcheur est encore là, oui. Les pluies ont cessé de... Quelques pluies, ça va venir un peu. En tout cas, Alger. Alger, oui. Alger n'est pas l'Algérie. Non, du tout, exactement. Alors que nous disent les cartes quant à toute l'Algérie, s'il vous plaît. Exactement, merci Nadia. Bonjour à tous et bon réveil surtout. Eh bien pour aujourd'hui, une nette amélioration, mais se fera sentir sur l'ouest avec un temps dégagé à partiellement voilé. Par contre, le centre et l'est, eh bien on aura toujours des passages nuageux qui vont donner quelques pluies parfois orageuses, mais plus près des côtes centre et vers les régions de l'est. Ces pluies seront assez soutenues sur les régions de l'Est. La moitié sud connaîtra un ciel voilé avec une tendance orageuse. L'extrême sud, le Gard et le Tassili. Des passages nuageux vers le nord des oasis avec des pluies assez marquées mais en matinée. Puis le ciel restera plutôt passagèrement nuageux durant la journée. À noter des vents assez forts sur le nord Sahara, les oasis également le Sahara oriental qui peuvent engendrer des soulèvements de sable et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez très prudents. Ailleurs, eh bien, le soleil sera bel et bien présent sur le sud-ouest, la Saoura, également le Sahara central. Et à noter quelques particules de sable en suspension sur le plateau de l'ouest et le centre. Les températures, eh bien, elles vont remonter par rapport à hier, avec toutefois un minimum de 16 degrés seulement du côté de Constantine, Sétif, Batna, 19 Djelfa, Al-Bayad, 22 Tizi Ouzou, également Tiaret, 23 degrés à Alger, 20 degrés à Annaba, 28 Oran, 29 à Tlemcen, au sud, 29 également du côté d'Ilizi, 27 seulement à Biskra, 28 Gardaya, également Béchar, 37 à Janet, 33 à Drarin Salah, également Taman Rasset, 36
degrés à Tindouf et 42 degrés le maximum cette fois-ci à Bodj, Bedji Mokhtar et Ngazam. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera peu agitée sur les côtes ouest et centre, mais très agitée sur les côtes est, avec des vents forts qui vont arriver jusqu'à 60 km/h. Sur les côtes est, les vents seront de secteur ouest à nord-ouest. Une vigilance orange sera en cours, mais durant l'après-midi, 20 à 40 km/h. Sur les côtes centre, les vents seront de secteur ouest et 20 à 30 km/h sur les côtes ouest, et les vents seront de secteur sud-ouest. Et on termine avec le coucher du soleil qui se fera aujourd'hui vers 19h47. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci Amel. C'est moi que Je vous merci. souhaite de passer une excellente journée Excellente également. journée, Donc Radia. merci pour toutes ces précisions relatives au temps. Donc le temps, bien sûr, sera Mitigé. assez mitigé dans Quelquefois cette des journée. éclaircies, Voilà. quelquefois des pluies, donc ça va. Voilà, c'est On va quand pas même se pas plaindre, mal. Hein. Non, je pense que c'est pas mal en tout C'est cas. équilibré. Équilibré. Et tant qu'il y a des ondées par-ci par-là, Ah, vous c'est un serez plaisir. heureuse. Ah, moi je suis aux anges. Et moi, je suis heureuse pour vous, Merci. heureuse aussi pour ceux qui sont avec nous. J'espère que vous passerez de bons moments. Vous allez à la rencontre ce matin de différents artistes au parcours exceptionnellement intéressant, je dirais, oui, à plus d'un titre. Donc, des artistes vont se succéder ce matin dans ce plateau et nous aurons plaisir à les interviewer pour vous avant justement qu'il n'arrive. Il y aura Siham Kennouch après cette belle chanson interprétée par Dounia, El Haq El Batal. سبحان الله يا سامعين الحق والباطل ولاو جيران حكم زمان صبحوا متعاشرين خلاو العالم كله حيران الباطل زار الحق في وكره وقعد بيت جنبه يرهن فيه بلسان لحلو احفر له قبره رجعوا لعبه بين يديه الله يصفن هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق الباطل جا خيفان هبط رسوله حشمان الله يصفن هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق الباطل جا خيفان هبط رسوله حشمان عيش تسمع عيش تشوف واش صرا عند ما الحق تكسر له الميزان طاح فراش من كثرة الحقرة يقاوم في نعاس ودموعه ويدان سبتو خالط فلان وفلتان حتى تغلقوا عليها البيبان الله يصفن هذا الزمان الشر خلى كل مكان والحق من الباطل رجع خيفان هبط رسول
Le haqq ou le batil, une dualité qui se poursuit depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, justement, nous avons le plaisir ce matin de parler de celle qui sait mettre en scène justement ces deux valeurs dans ses contes, dans ses histoires qu'elle partage avec son public. Il s'agit de Siham Kennouch, bien installée, pour vous parler d'héritage ce matin. Bonjour Siham. Bonjour, marhaba, comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça va. Toujours contente quand vous êtes là. Bon, écoutez, oui, le lundi matin, ça ne peut rater. Ben, je suis toujours avec vous, fidèle à notre chère émission, à notre cher public. Restez avec nous. Vous allez sûrement écouter de belles choses ce matin. Absolument, surtout lorsqu'il s'agit d'espaces ludiques, d'espaces d'échange. Tout à fait, de jeux. Alors, de jeux dans le temps, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'actuellement, ça manque. Actuellement, ça manque. Peut-être qu'il y a des jeux électroniques. Oui, c'est ça vrai. A pris dessus. Ça a pris dessus. Il n'y a que ça, j'ai envie de dire. Il n'y a que ça. On voit de moins en moins les jeux de société, tels que le jeu de cette famille. Vous voyez, moi j'ai pris mon fils de 14 ans, je lui ai dit on va acheter un jeu de cette famille, rien que pour voir ça. Ben, il ne savait pas ce que c'est que le jeu de cette famille, il fallait lui expliquer. عائلة النجار وعائلة المرآب وعائلة الحداد أعطيني la grand-mère, أعطيني le papa, il fallait avoir toute la famille, donc les 6 personnes de la famille, le fils, la fille, le père, la mère, la grand-mère et le grand-père. Donc c'est tout le monde qui faisait le même métier, c'est-à-dire il y avait le boulanger, il y avait le menuisier, il y avait le garagiste. Des familles de plantes, des fois c'était des familles d'animaux. Parfois, exactement. Il y avait aussi des familles de plusieurs espèces, justement des dinosaures, des primates, etc. Bon ben, c'était des jeux très éducatifs. Il y avait aussi le fameux Monopoly, on n'y joue plus. Il y avait aussi le Scrabble, on n'y joue plus. Le jeu de loi, on n'y joue plus. Mais il y avait quelque chose qui ressemblait à ce genre, au jeu de loi électronique. Donc actuellement, on télécharge les jeux et puis on joue. Alors que c'était joli de jeter des dés aussi. Absolument. De jeter comme ça, d'avoir un double 6 par exemple. Par contre, les dominos sont restés. Oui. Alors, le jeu de dominos sont restés. On les voit énormément au niveau des cafés, dans les quartiers populaires, notamment au mois sacré de Ramadan, parce que les gens veillent en attendant le sahur, etc. Et ça joue beaucoup aux dominos. Et puis, il y a, avec ces jeux de société, il y a les jeux qui ont pratiquement disparu. Il y a des jeux qu'on retrouve même pas sur le marché, c'est-à-dire que si vous allez dans un magasin de jouets, bah, ça n'existe plus. Il n'y a plus, c'est les osselets par exemple. Donc à part que si vous allez à la plage pour ramasser quelques cailloux, ou si vous trouvez de vrais osselets, donc je dirais des os de pieds de veau, enfin, ça c'est grand, hein, le veau c'est très grand. Mais est-ce que, vous voyez ces les petites vertèbres minuscules qu'on utilise pour jouer aux osselets. Par exemple, qrida, le croud ou le qrida, ou les osselets tout simplement, ben, on n'y joue plus. C'est quelque chose qui rassemblait les filles, on racontait des histoires, on imaginait des choses autour d'un simple jeu, et puis on jetait une, ramassait deux, on jetait une, on mettait, on ramassait, il fallait les mettre sur la main, les ramasser encore, les jeter. C'est tout un savoir-faire, j'ai envie de dire, et une dextérité, j'ai envie de... C'était amusant, effectivement, c'était très amusant. Il y avait on pouvait substituer à tout cela aussi des noyaux et je vais vous d'abricots aussi. Ben oui. Voilà, alors ça, le tas, hein, oui, ça c'est autre chose. Il fallait mettre 4 et jeter pour voir celui qui arrive à démolir ce tas. Mais est-ce que vous vous rappelez de Loisir, Sultan, Serraq, etc. Donc il y avait du genre où on mettait, à mon époque à moi, à l'époque de mes parents, c'était autre chose. jouait à ça. Alzheimer s'installe. C'était autre chose. Il y a des phases qui ont disparu. Non, mais il y avait des petits papiers, puis on jetait comme ça, on prenait par hasard. Ah, oui, il y avait Sultan, Loisir, Serraq, et il fallait trouver qui était Serraq et on lui donnait à faire des gages.
Oui, en tout cas, les jeux de gage, c'était super amusant. Surtout N'est-ce quand pas? on est en bord de mer et qu'on Oui, est en par groupe, exemple, les challenges, ça faisait rire. Et C'était tout à pas fait. mal. Et on s'amusait, on savait s'amuser, on créait ce jeu. Il y avait... Maintenant, les personnes emportent leur téléphone au bord de mer. mais Ils demeurent connectés. Ça, je suis contre. c'est-à-dire Moi, que je suis du genre à fermer, à mettre dans le sac. tout à fait, ce téléphone qui est partout. Profiter. C'est-à-dire que on n'arrive pas à faire, on devient vraiment dépendant. On n'arrive rien à faire sans ce téléphone. Alors bon, communiquer peut-être, mais au-delà d'arriver à lire des livres et jouer à des jeux en ligne, là je trouve que c'est quand même un petit peu exagéré. Et puis plus ancien encore, un ancien jeu de société toujours, bien de chez nous j'ai envie de dire, le jeu de Yedes. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, il fallait juste quand on achetait un bon poulet, un bon poulet rôti, acheté ou cuisiné chez soi. Donc, il faut chercher juste l'os qui fait le V comme ça. Oui. Ça faisait une sorte de petite boulette qu'on cassait, on disait Yedes en même temps. Et là, il fallait dire Fibali à chaque fois que je vous donne quelque chose. Sinon, je marquerai un point. Alors, avant de prendre quelque chose, de tenir quelque chose de ma part, dans votre main, dans vos mains, il fallait juste dire Fibali, je me rappelle du jeu. Sinon, si je vous dis Yedes, c'est-à-dire que j'ai gagné et j'ai gagné des points. Alors, c'était un temps qui a disparu? Non. Est-ce que c'est nous qui avons changé? C'est la technologie qui nous emporte? Je ne sais pas ce qui arrive exactement, mais il y a beaucoup de choses qui... Moi, je pense qu'il y a un maillon qui a un petit peu manqué dans la chaîne de transmission. Il y a des parents qui peut-être ne jouaient pas à un moment donné avec leurs enfants et qui n'ont pas transmis ce qu'ils ont... Est-ce que c'est notre génération à nous qui était... En fait, même s'il y a un foyer qui jouait, l'autre ne jouait point. Et du coup, l'enfant ne pouvait pas jouer avec l'autre s'il ne connaissait pas le jeu. Donc, c'est des jeux de génération. La génération de ma grand-mère jouait à des jeux, certes, qui ont disparu pendant mon enfance à moi, mais elle me racontait comment on faisait telle chose, comment on jouait. Mais il y a des jeux qui ont continué pendant beaucoup de générations et qui ont subitement complètement disparu. Sauter à la corde. La corde n'existe plus dans les milieux scolaires alors que pendant la récréation, on sautait à la corde. Les fillettes, même les garçons, aimaient bien à sauter l'endroit, à à l'envers, on croisait, il y avait les deux cordes en même temps, et puis on chantait les chants des cordes aussi, et on comptait, ça nous apprenait à compter, ça nous apprenait l'agilité, c'est-à-dire qu'on faisait du sport sans se rendre compte. Maintenant, on joue plus, on fait moins de sport. Maintenant, on abîme aussi. les yeux, à force de fixer. Ouais. Effectivement, on abîme Tout à fait. d'autres organes du corps Donc, par cette passivité. Est-ce que... je pense que les psychologues et les éducateurs doivent à tout prix prendre ça en considération. J'ai envie de dire maintenant qu'il y a une nouvelle ère, il y a cette volonté d'insérer et d'installer le sport scolaire, par exemple, à l'intérieur des écoles, etc. Et jouer avec l'enfant. Pourquoi ne pas faire entrer ces jeux populaires, par exemple, là où on pouvait bouger, sauter, etc. J'irai plus loin dans la proposition, dans la mesure où on essaye aujourd'hui de ressusciter le conte. Vous êtes dans le domaine, vous savez que nombre de conteurs ont permis justement de pérenniser cet art qui est populaire, qui est un héritage. Il pourrait y avoir aussi des festivals de jeux comme ça, où vraiment il y aurait un esprit compétitif. Mais vous ludique, savez, dans certains... Juste pour ça. Dans certaines régions, quand on faisait la fête annuelle où les tribus se rassemblaient, par exemple, je vous donne un exemple, les plus grandes tribus, non, juste là, à Sharia, par exemple, les tribus blidéennes du mont Sharia, donc ils se rassemblent chaque 1er mai de chaque année et ils jouent à leur jeu, donc vieux ou anciens jeux, comme le Kora, Fakko,
court, etc. Et le ballon qui est en bois, et puis une sorte de criquet comme ça sur l'herbe, avec la canne. Et quand on jouait au talbi, la danse talbi, une danse de guerre. C'est-à-dire qu'il y avait le glal, il y avait des percussions, et puis il y avait le bâton. On faisait les des combats bâtons, de oui, bâtons. mais ça, il y a des associations qui essayent de ressusciter au niveau du chenois, du monde du chenois. Ils ne sont pas trop nombreuses, mais ils font beaucoup de travail. Ça réussit, mais c'est les enfants que ça nous intéresse. Parce Oui, que, ça intéresse moins les enfants, effectivement. c'est un patrimoine, qu'on le veuille ou pas, les jeux. Et puis, contre le jeu de bâton, moi, je voyais les vieilles personnes, à l'époque, à Hammam Rera, à Hammam Nouane, etc. Il y avait les vieilles personnes qui se rassemblaient et qui jouaient. C'était une danse, et c'était une danse très virile, très courageuse, avec de l'expression au niveau des yeux, au niveau du visage, etc. Donc, où sont passés ces bateaux, Allah yarhamhum, mais où le bâton. Mais ça reste un art de combat, pas seulement celui qu'on trouve sur les games. Exactement. Les games, c'est vrai qu'ils proposent toute une panoplie de jeux très violents. Et là, ça reste des compétitions, des défis, des affrontements. Et déjà, sympa, il faut déjà d'abord trouver le khizaranat hadouk. Donc, il faut trouver ces bâtons avec. On jouait, on faisait tourner comme ça dans le ciel. On retrouve ceci à Médéa, du côté de Aïd Dafla, du côté de Blida, Hammam Nouane, etc. Mais il ne faut pas que ça disparaisse, il ne faut pas que ça parte complètement. Écoutez, franchement. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui, Siham, pour en parler? Le fait qu'il n'y a plus d'enfants dans la rue qui jouent. Ces bruits d'enfants, effectivement, oui, on les voit de moins en moins. À part le ballon, le football, je ne les vois plus jouer. Il y avait le shayga, que si on avait du sable ou de l'argile, mais après il y avait le morceau de cactus là sur lequel on jouait, on faisait tourner le couteau, c'était amusant pour les enfants. Maintenant je ne vois plus les filles dehors. Il n'y a plus de jeux. À part peut-être si vous allez dans les grands espaces du côté de Riyad al-Fath, il y a des petites filles qui jouent peut-être au patin ou à la bicyclette. Bon, c'est bien, mais les jeux de société. Les jeux qui rassemblent en fait. Ce sont ceux-là, parce que tout ça, le vélo, ça se pratique presque en solo. Les rollers, à la limite 2 ou 3. Alors là, franchement, le jeu des 7 familles, les jeux de société, le Monopoly. Tous les jeux de société possibles et imaginables, qu'ils soient traditionnels ou pas. Donc, on se retrouve dans la cour des écoles, on ne joue plus. On ne fait que parler. Or, maintenant, actuellement, il y a des écoles qui interdisent le téléphone portable, c'est tant mieux. Mais que font-ils? Le ballon prisonnier, je ne le vois plus. Alors, les osselets, peut-être que les dessins non plus. C'est une belle opportunité à saisir pour les organisateurs d'événements. Peut-être qu'ils pourraient, s'ils sont à l'écoute aujourd'hui, créer un événement où les enfants, les jeunes et les moins jeunes pourront s'amuser, s'exprimer, effectivement. On l'espère en tout cas. Écoutez, Inch'Allah, voilà. Merci Siham de nous avoir permis de voyager dans le temps comme ça. Ça fait plaisir. Un petit moment de nostalgie, mais franchement agréable. Merci infiniment. Merci à vous. Passez une excellente journée, ainsi que tous ceux qui nous suivent ce matin et qui vont se régaler avec ce petit extrait d'un spectacle qui a eu lieu et qui se poursuivra jusqu'aujourd'hui au niveau de l'Opéra d'Alger. Il s'agit d'un ballet qui nous vient de Russie, le ballet Moïse se lève en l'occurrence. Donc si vous avez le temps aujourd'hui, profitez-en, c'est la dernière séance. Donc voilà un petit résumé de Lamia Bouddha dans ce sens. Igor Moïseyev est considéré comme le plus grand chorégraphe de danse traditionnelle du XXe siècle. Le ballet portant son nom a été créé en 1937. Surnommé l'artiste du peuple, il passera une vie entière à sillonner la Russie et le monde pour nous transposer les pas de danse de différentes cultures. Donc Igor Moïseyev a créé un troupe professionnel en 1937. Et même vous pouvez voir qu'il y a des danses qui a été
présenté en 1937. C'est comme la lutte des deux enfants qui a été bien accueillie par le public algérien. Des tableaux de danse où se sont succédés les danses russes, kalmoques, moldaves, caucasiennes ou même les danses folkloriques argentines et grecques. Magnifique, j'ai beaucoup aimé. C'est un spectacle de haute facture. La chorégraphie magnifique, les danses traditionnelles russes nous ont permis de voyager à travers la Russie. Vraiment, c'est un ballet à voir et à revoir. J'ai adoré. Tout cela pour le plus grand bonheur du public algérien qui restera scotché et émerveillé durant les 100 minutes de spectacle. شفنا اليوم spectacle, écoutez, c'était le ballet, un ballet russe, c'est très très beau, écoutez, beaucoup de créativité, il y avait de très belles chorégraphies, c'était très très beau, écoutez, les événements qui m'aident, inchallah, يتعاودوا. Le footballeur est un ballet futuriste où un match est joué sur une musique de Viktor Oransky. Un jour sur un navire, dans ce tableau, les danseurs reprennent les gestes d'une salle de machine avec une coordination des gestes et des pas chronométrés à la seconde près. C'était formidable, شفنا la danse تاعهم, les habits, الحوايج اللي كانوا لابسينهم, vraiment c'était formidable. Le ballet Moïseyev nous a fourni une prestation de haute facture. Le temps d'une soirée, il aura été le brillant ambassadeur de la culture russe. Voilà, c'était là un reportage signé Lamia Boudbouda. Donc tout à l'heure, je rectifie, j'avais dit qu'il y avait possibilité aujourd'hui, ben non. C'est Anne Kenouch qui était présente à la dernière représentation de ce ballet, donc qui s'est délecté de ce spectacle hier, m'a confirmé que c'était la dernière. Et bien sûr, voilà. Tant pis pour moi parce que je voulais y assister. En tout cas, voilà, tout de suite, nous allons avoir le plaisir de vous présenter un autre ambassadeur dans un autre registre, celui de la poésie. Il nous représente à travers le monde. Il sillonne donc les différents festivals, les différentes manifestations culturelles liées à la poésie et représente dignement l'Algérie. Il s'agit de Hamid Larbi qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. J'espère que vous passez un bon séjour chez vous. Je suis très heureux. C'est toujours avec beaucoup d'émotion de revenir chez moi, surtout là où je suis né, juste à côté de Boulevard des Martyrs. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, un honneur de revenir ici. Voilà, vous êtes né à Alger, mais actuellement vous vivez à Montpellier. Oui. Vous y travaillez également. Et vous avez donc, à votre actif, de nombreux recueils de poésie, des essais également, des essais très importants liés à l'histoire, liés à l'économie. Aujourd'hui, vous avez, la poésie a pris plus d'ampleur dans votre vie. Le journalisme et la plume ont été un petit peu réservés, le temps justement de mettre en relief toutes ces belles émotions. N'est-ce pas? Absolument, c'est un outil, c'est une réflexion qui me permet aujourd'hui à travers la poésie. Donc quand j'ai découvert, d'ailleurs au début j'ignorais même ce que j'allais mettre à travers les mots, mais avec le fil du temps, ça a été pour moi une magnifique aventure qui continue jusqu'à présent, après plusieurs recueils et essais qui ont été publiés en différentes langues. Mais c'est toujours cette joie, cette envie d'explorer l'au-delà de mon imaginaire, qui à travers, bien entendu, qui reste toujours quelque chose qui est lié à la réalité et qui n'est pas déconnecté du réel. Voilà. On peut parler de réalisme lyrique avec vous. Absolument. Je le conçois comme un voyage, c'est-à-dire partir du réel vers l'imaginaire et revenir de l'imaginaire vers le réel, c'est-à-dire avoir ce lien permanent entre le réel, c'est-à-dire ne pas être entouré, c'est-à-dire d'être à l'écoute de l'autre. C'est ce que je considère moi comme pas une performance individuelle, mais
plutôt le partage avec l'autre. Voilà, vous êtes un témoin, un des multiples témoins privilégiés de ce monde dans lequel nous vivons. Et c'est vrai que vos écrits ne sont pas détachés de cet univers, souvent jalonnés de douleur, souvent jalonnés aussi de division et de séparation, et ainsi tous les maux de l'humanité, je dirais. Absolument, c'est quelque chose qui est lié pour moi, c'est essentiel, ce que j'appelle la poésie humaniste, c'est-à-dire quelque chose qui est lié vis-à-vis à l'environnement dans lequel je vis. Et bien entendu, ça a été pour moi puisque je fais partie de ces gens qui est parti de l'Algérie il y a quelques années de cela, et ça a été quelque chose qui m'a accompagné, donc l'écriture et même la lecture m'ont accompagné dans ma traversée, ce que j'appelais une forme d'autothérapie, mais qu'aujourd'hui, ce que je rends à travers la poésie, c'est de partir du ressenti de ce qui est dans la société dans laquelle je vis. D'ailleurs, ce dernier recueil qui est sorti au mois de janvier en France avec la maison d'édition Le Lys Bleu, et qui a été préfacé par un autre exilé comme moi, un des plus grands calligraphes chinois qui vit à Montpellier, Sun Sanshen, et préfacé par un écrivain cubain, donc Adolfo Hassler. Et donc ça a été un parcours qui traite des différentes thématiques. Il y a trois essentiellement dans ce recueil. Il y a trois thématiques qu'on peut retrouver. La première qui est liée par rapport à la société dans laquelle on vit, donc à savoir, je parle du savoir, et je dis souvent que le mal du siècle aujourd'hui dans toutes nos sociétés, y compris les sociétés occidentales, c'est l'ignorance. Donc c'est un thème qui me touche énormément, dans lequel je dis aujourd'hui l'un des plus grands mal fluo qui touche nos sociétés, c'est l'ignorance, donc qui est devenu un terreau fertile pour ce que j'appelle soit l'obscurantisme, soit le racisme, qui est devenu quelque chose de très accessible pour ces idéaux. Absolument. Et la deuxième thématique que j'aborde dans ce parcours, c'est le bonheur. Donc je considère depuis mon jeune âge, je pensais que le bonheur résidait à parler de soi-même, à se réaliser soi-même. Au final, au fil du temps, on apprend que le bonheur réside dans le partage avec l'autre, et l'autre, peu importe son origine, sa couleur, sa religion, c'est-à-dire un être humain comme moi, c'est-à-dire quand on arrive à partager avec l'autre, ça veut dire qu'on est heureux. Et la troisième thématique qui est abordée dans ce livre, c'est la question de la femme, que je considère essentielle. Donc je continue à penser aujourd'hui qu'on ne peut pas construire un monde ou une société avec une seule partie de l'humanité, que pour moi, la femme fait partie de la part entière dans la construction d'une société dite contemporaine. Voilà, en fait, c'est vrai que vous puisez dans des douleurs constructives, mais vous prônez un petit peu cet altruisme, cet humanisme que vous essayez un petit peu de mettre en avant dans vos écrits. Vous défendez si bien cette idée de l'altruisme. Alors, qu'est-ce qu'elle représente vraiment pour vous ? C'est l'essentiel même de mon parcours. L'altruisme, et je l'ai découvert, je ne l'ai pas découvert à travers les livres, mais je l'ai découvert à travers ma grand-mère. Quand j'étais tout petit, j'avais toujours ce ressenti de ma grand-mère dans le fin fond des montagnes qui partageait, c'est-à-dire tout ce qu'elle avait en soi, tout ce qu'on lui ramenait en termes matériels, même en termes de sentiments, elle les partageait avec les autres. Et j'ai gardé cette image que j'ai retrouvée par la suite à travers mes parents, mais surtout cette image de dire que notre bonheur, encore une fois, réside dans le partage avec l'autre, donc à travers l'amour qu'on peut donner quand on a la chance d'être bien dans soi-même. Et ça, je pense que c'est une des choses que malheureusement aujourd'hui, quand on parle d'altruisme, une des choses qui est devenue malheureusement, commence à avoir un effet un peu à disparaître, parce que dans toutes les sociétés, on considère l'individu et il est au centre du monde, alors que moi je considère que le collectif, la société dans laquelle on vit, peut être le taux de la réflexion dans lequel on vit. D'accord, absolument. Donc parlons un petit peu de ce dernier recueil, Entre paroles et l'infini. D'abord, une petite halte sur l'intitulé lui-même. Alors l'intitulé, c'est quand je dis entre les paroles au pluriel et l'infini, je pense dans l'une des premières des choses quand on naît, c'est apprendre à parler. Parce que c'est la première des choses qu'on nous essaye de nous faire comprendre, c'est d'apprendre à parler. Et à partir du moment où on arrive à parler, c'est-à-dire on a
ouverture vers l'infini dans notre imaginaire, en tout cas pour les mamans, mais aussi pour tas de personnes, de penser qu'une fois qu'on arrive à s'exprimer, on a cet espace dans l'infini. Bien entendu, c'est un peu, j'allais dire, imaginaire dans notre tête. En réalité, Oui. il y a une fin à quelque chose. Mais en tout cas, les paroles donnent cette possibilité de traverser, de voyager à travers l'infini. Et ça, ça incarne aussi votre situation, absolument, votre parcours absolument. dans la... Moi, ça dans la- m'arrive à voilà. travers un livre, uniquement des paroles. Quand je lis un roman, un livre, je voyage à travers un espace infini. C'est-à-dire, même si je n'ai jamais connu des lieux, ça m'a permis de découvrir et d'y aller l'au-delà. Oui, et vous avez fait voyager beaucoup de monde en étant vous-même traduit dans différentes langues. Donc, vous avez été traduit en espagnol, en italien, en arabe, en berbère, en russe, donc en mazir et russe. Donc, ce sont tant de langues qui permettent justement à d'autres d'intégrer votre univers, d'intégrer votre culture. Et vous n'êtes pas du tout, comment dire, prisonnier d'une seule culture. Vous êtes vraiment ouvert sur toutes les cultures du monde. Absolument. Vous parlez vraiment à l'humain avec un grand H. Bien entendu, c'est-à-dire j'ai ma référence en tant qu'Algérien, donc je sais où je viens, donc je connais d'où je viens, mais en même temps, les rencontres à travers la participation des rencontres dans le monde m'ont permis de rencontrer des gens extraordinaires qui, a priori, n'avaient aucune culture que la mienne, mais avec qui j'ai partagé des moments que je continue de partager, des échanges extraordinaires. Et c'est ce qui m'a donné aujourd'hui ce ressenti de penser que on peut avoir des liens étroits avec d'autres personnes au-delà de notre appartenance culturelle, notre appartenance de nation, de religion, peu importe. En tout cas, il y a un lien qui nous lie, c'est le sentiment de l'humain qui nous partage avec les autres. Ce qui vous a un petit peu facilité la vie en exil. Hein. Absolument. Vous êtes parti en 95 en Italie, donc Milan vous a ouvert les bras avec toutes ces bonnes personnes et ces belles âmes que vous y avez croisées et qui continuent d'avoir des liens et entretenir ces complicités, on dira, depuis le temps. Absolument. Absolument. Voilà. Ça a été pour moi une découverte extraordinaire en Italie, parce que j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé dans ma traversée à l'époque qui était très compliquée et que j'essaie, quand je peux, de rendre ce qu'on m'a offert à travers l'écriture, mais à travers aussi tas d'échanges qu'on essaye d'avoir. Et à chaque fois, pour moi, repartir en Italie, c'est toujours un bonheur parce que j'ai beaucoup de choses que j'ai laissées là-bas et que je continue à traverser à travers les autres. Oui, les questionnements, j'imagine, se poursuivent. Les espérances de Hamid Larbi sont toujours là. Et puis, bon, cette parole fluide, donc présente également dans ce dernier recueil. Et vous nous avez habitués à ces récits tellement fluides et tellement, portés par une sensibilité. Voilà, et qui va dans les méandres justement de la profondeur de l'humain et avec toute simplicité. Comment vous arrivez à le faire ? C'est pas évident. Enfin, d'un côté, je peux pas me plaindre. J'ai de la chance d'avoir la possibilité d'écrire et d'autre part aussi de publier, puisque j'ai un éditeur en France qui me permet aujourd'hui de publier mes livres, ce qui n'est pas toujours. Je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand il s'agit de la poésie. Surtout en particulier pour la poésie, qui est a priori, moi je pense, c'est un des torts qu'on a donné à cette forme de littérature, c'est-à-dire de donner cette image, parce qu'on l'a toujours pensé que ça appartient à une élite, chose qui, pour moi, est faux, puisque chacun de nous peut avoir cette possibilité d'écrire, d'exprimer ses ressentis, ce qui n'est pas malheureusement aujourd'hui. Et on a toujours eu le sentiment que la poésie, c'est réciter par cœur, apprendre la poésie, ce qui était aussi une des erreurs fatales dans les écoles. Et donc moi je dis, j'ai de la chance de pouvoir écrire, et ce qui me permet aujourd'hui, à travers la poésie, de porter la parole. En tout cas, j'essaie, modestement parlant, d'essayer de porter ce message que j'essaie de receler à travers l'écriture que je fais,
d'exprimer le ressenti des autres. Et ça, c'est une des choses qui me tient à cœur dans mon parcours. Vous y avez vraiment mis du cœur et vous avez réussi. La preuve en est toute cette reconnaissance à travers les différentes consécrations qui vous ont été accordées. On va citer peut-être quelques-unes là au passage parce qu'il y a parmi les téléspectateurs d'aujourd'hui ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez reçu un prix en journalisme en 1995 en arrivant justement en Italie, celui du Cercle de la presse de Milan pour Giornalista Estera. Donc en 2018 en France, donc prix du concours international de poésie, L'amour de la liberté, de l'Académie européenne des sciences, des arts et des lettres, dont vous êtes membre actuellement, donc vous êtes académicien. Et bien sûr, vous avez reçu aussi une médaille prestigieuse à cette occasion, la médaille commémorative Shevchenko, voilà, donc qui est quand même quelque chose d'assez remarquable. On ne pourra pas être exhaustif parce que nombreuses sont les consécrations. On ne pourra pas non plus être exhaustif par rapport à la somme de recueils que vous avez offert à votre lectorat. Donc, au fil des ans, vous êtes l'un des poètes les plus prolifiques de votre époque. Ah ben, écoutez, je vous remercie, ça me gratifie énormément, mais voilà, encore une fois, je dis tout à l'heure, j'ai de la chance d'avoir la possibilité de publier. Donc, moi, je me dis toujours, tant que j'ai le rêve, et c'est ce que le paradoxe, je dis toujours, quand j'avais 20 ans à Alger, je me disais toujours que j'avais beaucoup de temps et j'avais peu de rêves parce que je vivais de jour en jour. Maintenant, avec le recul, avec un certain âge, je me dis j'ai beaucoup de rêves mais j'ai peu de temps. Donc j'essaie d'utiliser tout ce temps-là afin de pouvoir réaliser tout ce rêve. Et tant que je continue à avoir cette envie d'écrire, cette envie d'écouter l'autre, je continue d'écouter l'autre et aussi de le servir parce que, par exemple, les revenus de la vente de votre album audio ont permis à des populations en Afrique d'accéder à plus de moyens, de plus de connaissances. Et ça, c'est vraiment très noble de votre part. C'est incarner cette idée et cette valeur d'altruisme que vous semez à travers le monde. Et donc, est-ce que Entre Paroles et l'Infini pourrait avoir le même sort? Est-ce qu'il y aurait un album audio en préparation par rapport à ce nouveau? C'est en préparation avec d'autres amis en France, puisqu'il y a eu déjà le précédent, il y a eu un album qui a été repris avec des sonorités Terre de cœur au pluriel. Et là, on est en train de travailler. Il y a même un projet de film qui est en train de se faire avec un ami réalisateur en France pour pouvoir reprendre des poèmes et les mettre en mise en scène à travers une histoire qui se racontera et en partant de la mythologie grecque que j'appelle Cadmos qui cherche sa sœur qui cherchait l'Europe, qui à travers la Méditerranée va raconter tous les mots MAUX au pluriel de ce personnage qui sera l'un des éléments essentiels de ce film. Voilà. Absolument. Donc à partir de septembre, on pourra voir une belle distribution de ce recueil donc dans la version papier. Ouais. Et il est déjà sur les différentes plateformes, peut-être téléchargé. D'accord, donc pour tous ceux qui souhaiteraient télécharger, donc il existe, il est présent. En tout cas, vous avez dernièrement été l'invité d'honneur au Festival du Livre en Italie, donc vous avez renoué avec vos anciennes amitiés et amours, je dirais. C'était Reflet du Verbe, rencontre. C'est ça, qui a été publié en Italie par la maison d'édition italienne, et que j'étais l'invité d'honneur de ce festival. C'est un festival du Salon du Livre à Modène, en Italie, et j'étais très 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 heureux de prendre part. Et il y a eu aussi il y a eu des prix qui ont été remis à des jeunes poètes, et donc c'était pour moi très très... Voilà, vous étiez parmi les invités d'honneur qui ont décerné ces prix. C'est valorisant en tout cas pour notre poète Hamid Larbi ici présent. On a été ravis de vous recevoir et de présenter Entre Paroles et l'Infini, votre dernier recueil de poésie, donc aux éditions Lys Bleu, donc avec ces superbes calligraphies de cet artiste japonais. Calligraphe chinois qui est Sun Senshen, qui est un des grands calligraphes chinois. Donc qui accompagne cette œuvre qu'on a eu du plaisir à présenter ce matin. Peut-être quelques phrases avant de se quitter. Bien sûr, allez-y. Avec plaisir.
Une parole née de l'humanité, repoussée vers l'instinct de la merveille, en soulevant l'étendard d'altruisme fragile ou ce désespoir, quand l'homme s'oublie en l'homme, engendrant des sanglants du sang et du vent, des voix primordiales, chassant les nuages pour les êtres qui nous marquent, ensemble, méditatifs au seuil de la parole, à ce monde devenu de plus en plus inaccessible. Oui, un monde vraiment qui bouge très vite actuellement et vous essayez justement de freiner le temps justement d'une pointe de poésie et de douceur. Merci infiniment pour ce que vous faites. Habila Arbi, on a été ravis de vous recevoir ce matin dans Bonjour d'Algérie. Bon vent pour la Colombie, c'est bien ça? C'est exactement. Le prochain festival, c'est en Colombie, un festival mondial de la poésie. De la poésie, ce sera en juillet. En tout cas, on sera ravis de parler aussi de cette belle expérience avec vous d'ici là. Merci infiniment. Voilà. Merci également à ceux qui sont avec nous. La pointe de poésie se poursuivra dans cette émission avec d'autres couleurs artistiques, celles de Denis Martinez entre autres, mais aussi Farid Khoja qui seront nos invités suivants dans Bonjour d'Algérie. Restez avec nous après cette belle balade à travers les 6 messes de la Galerie Rassim où l'on va découvrir la dextérité et le talent de Saïd El Jama. En Hollande, Amsterdam, tout partout. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de votre histoire? La galerie d'art Mohamed Rassim abrite depuis le début de ce mois une belle exposition de Saïd El Jama. La peinture de Saïd nous plonge avec force dans l'abstraction. Sa peinture s'exprime en matière, en couleur et surtout en gestuelle. Il nous guide dans des univers où la liberté s'exprime avec déterminisme. Je dirais même avec nécessité. En ce qui concerne les techniques, c'est selon le ressenti, selon les moments, selon les instants, selon les rencontres. Et donc, je passe d'un sujet à un autre, d'une technique à une autre. Ça dépend. Saïd est né en Algérie. Il quitte très jeune son pays et sa route le mène à Paris. Entre telle toile et telle toile, c'est-à-dire les moments sont très particuliers. Donc je n'ai pas une touche spécifique pour un travail. Alors moi, si vous regardez mes toiles ailleurs, il n'y a pas quelque chose qui me définit directement. Parce que je passe d'un sujet à un autre et d'une façon de travailler à un autre. Au fil de ses œuvres, on passe des arabesques pures, gracieuses, souples et lyriques, à des espaces construits de verticales, dressés, laissant apparaître des lumières sous-jacentes et des univers oniriques. À l'étranger, moi j'ai exposé quasiment dans toute l'Europe, quasiment, même au Japon. J'ai exposé aussi à Johannesburg. L'exposition se tiendra jusqu'au 15 de ce mois. Avis aux amoureux de la peinture. Les amoureux de la peinture et de l'art algérien seront ravis d'apprendre qu'actuellement, le Dar Abdeltif, cette villa mythique, vibre vraiment au rythme d'une expérience visuelle signée Denis Martinez. C'est plus qu'une exposition, c'est un acte culturel qui se déroule dans cet espace, donc avec vraiment une multitude d'expressions, une multitude de rencontres et d'échanges initiés par l'artiste ici présent. Donc, Denis Martinez, ravi de vous retrouver ce matin. Merci, bonjour. Vous êtes un homme heureux?
Oh non, ça va. Je suis heureux d'avoir abouti mon projet avec Nabila, et bien entendu d'avoir la complicité d'autres amis artistes. En parlant justement de complicité, il y a celle qui a été tissée au fil des ans avec un autre blidéen, parce que vous avez longuement vécu dans cette ville de Blida. Il est ici présent, Farid Rodja, bonjour. Bonjour Adia. Ravi. Ravi également d'être là, d'être avec Denis, mon ami, de pouvoir partager encore des moments de joie et de complicité. J'ai été témoin de cette fusion il y a quelques années lors d'un concert mémorable que vous avez animé donc, avec justement un parterre d'amis, je dirais. C'était très intimiste. C'était à l'occasion de la sortie de votre album Naranj. Naranj qui a été donc mis au point par l'artiste ici présent, Denis Martinez. Oui, bon, c'est surtout pour le côté visuel. Hein, sur le côté visuel, bien sûr. Là, pour ce qui relève du contenu, c'était toute la sensibilité de Farid Rodja qui s'était exprimée. Oui, mais il a habillé le chant. Il a habillé le chant par sa sensibilité, par sa touche personnelle, parce qu'il y a mis beaucoup du sien, d'autant plus quand on sait... Que justement que l'oranger qui investit justement cette jaquette et l'oranger dans 200 jardins, donc on se dit que quand même mettre du sien, c'est peu dire. C'est peu dire, effectivement. Donc, il a mis tout son cœur dans Acte de vie. Donc, c'est l'intitulé de cette manifestation culturelle, artistique, abritée actuellement par Dar Abdeltif. Acte de vie parce que ça retrace tout un parcours de Denis Martinez, sans être exhaustif, mais vous avez des œuvres qui représentent chacune des étapes vécues en Algérie ou ailleurs. Non, c'est surtout en Algérie. C'est-à-dire que là, j'avais une intention qui dure depuis assez longtemps de faire un très grand récit de mon travail, surtout pour faire une espèce de rappel pour les nouvelles générations, parce qu'il y a des nouvelles qui sont coupées, le problème des mémoires visuelles, etc., qui ne fonctionnent pas très bien, pour permettre aux nouvelles générations de connaître un petit peu le parcours que j'ai fait, etc. Parce qu'il y en a qui ne me connaissent pas du tout, ou alors simplement avec mes dernières œuvres, etc. Et il me fallait un espace assez important, mais je ne l'ai pas trouvé. Un espace sauvage où je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire, parce que moi, j'installe des œuvres, d'accord, mais il faut que j'habite le lieu. Oui. Le lieu doit être habité, je fonctionne avec des interventions murales sur place, j'écris en même temps que je réalise des œuvres. Donc, il fallait que mes textes soient aussi présents, etc. Donc, j'ai choisi, par rapport au lieu que Mdamash m'a proposé, parce que Mdamash qui est un grand homme que j'aime beaucoup, qui m'a dit, écoute, on peut te proposer nos espaces. Alors, j'ai essayé, par rapport aux espaces généralement, parce qu'il y a des espaces habituels, 3 petits espaces, ils m'en ont proposé d'autres plus grands, plus importants, qui ne sont pas utilisés d'habitude pour faire des expositions. Ils ont accepté le principe que j'intervienne sur les murs aussi, parce que, donc j'ai choisi un parcours de 5 lieux, étapes. Et chaque lieu est un moment, un moment clé de mon travail. Ce n'est pas tout mon travail, mais un moment clé. Donc le premier, c'est les années 60, 65. Le deuxième, c'est les années 80. 90 ensuite. Après 90, c'est-à-dire c'est le début des années noires. Bon, ben après, j'arrive sur la situation actuelle. Et puis le travail que j'ai fait, aussi un long travail que j'ai fait personnellement avec les poètes, mes amis, etc. Tout à fait. Et tout ça, c'est installé d'une façon où quand on rentre dans chaque lieu, c'est un lieu habité. Ce n'est pas un lieu avec... Bon, les œuvres sont là, mais quand on ne visite pas comme en regardant une œuvre après l'autre, il y a une continuité. On rentre dans un lieu qui dégage quelque chose. Tout à fait. Parce que j'intègre mes œuvres avec du graphisme sur les murs, etc. Et donc, il y a des textes qui s'éparpillent par-ci, par-là. Et mon souhait, c'était que justement de donner mon esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas l'artiste des galeries, je ne suis pas l'artiste qui est coincé par le marché de l'art, mais je dis que chacune de mes œuvres est une prise de parole.
Tout à fait. Voilà. Ce sont le reflet de situations vécues personnellement. Donc, au fil, vous êtes le témoin d'une Algérie qui évolue depuis l'indépendance à aujourd'hui, avec des crises majeures qui vous ont marqué profondément dans la douleur. La douleur de l'exil, la douleur de voir des amis disparaître, qui vous ont connus de très près, que vous avez côtoyé de très près, et à qui vous rendez hommage dans certains pans de cette exposition. Puis il y a le retour sur le terrain avec quand même cette nécessité de ramener la fête. C'est-à-dire que la douleur a besoin de fête. Absolument. Voilà. Absolument. En tout cas, vous avez vécu deux époques majeures de l'évolution de l'Algérie. L'indépendance, tout d'abord, donc la construction. C'était très important d'apporter quand même des repères identitaires. Revenant de France après votre formation, vous aviez en tête comme ça d'apporter des éléments qui représentent votre culture, et vous l'avez fait avec un groupe d'amis par la suite. C'est-à-dire que, il faut quand même que je suis un enfant de l'Ouest, qui est blidéen depuis 1957 quand mon père a été nommé à Blida en tant que facteur. Donc, moi, j'étais beaucoup plus porté sur l'expression artistique. J'ai eu à l'époque la possibilité de fréquenter l'école d'art, l'école des beaux-arts d'Alger, époque coloniale. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation artistique à l'époque était très académique et de conception occidentale. D'accord ? Donc, il fallait que, à la fin de ce processus-là, j'ai eu la chance, pendant la période dure de l'OS, de pouvoir partir en France et faire mes études de Beaux-Arts de Paris, où à l'époque, Beaux-Arts de Paris était une école internationale où j'ai eu à rencontrer des latinos, des gens du Moyen-Orient, des gens d'Asie, qui fréquentaient les ateliers. Et c'est là que j'ai pris conscience que tout d'un coup, je n'existais pas du point de vue artistique, parce que eux, ils venaient chacun avec leur part culturelle. Et donc, moi, je n'avais aucune part l'empreinte algérienne. Parce que je n'avais pas, j'étais un sous-produit de quelque chose qui n'était pas moi. Parce que moi, quand même, je suis d'origine ibérique, et je n'ai rien à voir avec le reste, donc moi, andalouse et autres, et je n'avais pas vraiment conscience de ça par rapport à mon contexte. Et pourtant, j'étais dans le bain rural en Oranie et autres. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que c'est là que je devais retourner et retrouver mon histoire réelle. Et à l'indépendance, quand je suis rentré avec mon diplôme, je me suis dit, je vais réapprendre, je vais oublier. Dans l'authenticité. Je vais oublier et je vais rentrer sur une autre histoire, etc., etc. Et c'est comme ça que, j'ai eu... quand l'école des Beaux-Arts d'Alger a réouvert ses portes en 1963, on était très peu nombreux. C'est le Chéri qui avait été nommé directeur. Avait annoncé ça dans la presse. Je me suis proposé pour enseigner. J'avais 22 ans. J'étais le plus jeune enseignant de l'école des Beaux-Arts de l'époque. Et vous êtes toujours jeune, Denis Martinez. Oui, mais je veux dire que... Alors, écoutez, imaginez que j'avais 22 ans et que les élèves, à l'époque, il y avait le département architecture aussi dans cette école-là, les élèves étaient parfois plus vieux que moi. J'imagine. Et moi, donc, j'avais même à apprendre de leur part, parce que ce qui était important dans cette époque, justement, c'est la conscience qu'avaient les gens de l'époque, la conscience culturelle et politique, le besoin de construire le pays. Il y avait une dynamique et beaucoup d'utopie, et c'est ça qui m'a forgé en vérité. Voilà, ça aboutit à la création d'un groupe ou un mouvement artistique intitulé les Aouchem. Donc les Aouchem qui se basaient sur des signes qui émanaient de notre propre culture, donc du terroir, de cette tradition, de cet héritage donc populaire ou culturellement donc traditionnel, mais qui en filigrane a constitué cette marque de fabrique qu'on appelle l'univers graphique de Denis Martinez. Il y avait quand même des gens comme Choukri Mesli, parce que c'est quelqu'un qui était d'une très grande générosité, puis d'autres, etc. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'était que, le regard, le proposé, de regarder tous les aspects culturels dans les arts populaires, la musique et tout, et la poésie et autres,
pas simplement celle de l'Algérie, mais le Maghreb et le continent africain. Tout à Et fait. aussi le monde arabe à travers ces aspects historiques authentiques, non pas comme la calligraphie et autres, etc. Khedda, entre autres, avec cette... Et bon, donc comprendre le langage esthétique qui était là autour de nous et qu'on ignorait ou qu'on méprisait plus ou moins, ou qu'on voyait ça comme un simple produit pour décorer et autres, etc. Mais surtout aussi faire prendre conscience qu'on appartenait à un continent qui était l'Afrique, en plus. Le berceau de la création. Donc tout ça, bon, il y avait bien entendu que chacun de nous s'est intégré dans ce groupe avec sa propre part. Hein. C'est-à-dire qu'on s'était proposé, non pas pour imposer quelque chose, mais pour proposer. Absolument. C'est ça. Et donc, absolument. voilà. C'était une force de proposition qui allait avec cette nouvelle Algérie naissante, etc. L'Algérie devait aussi renaître de ses cendres après une crise très difficile. Et vous en parlez à travers des œuvres, à travers des missives et des échanges avec les amis que vous avez laissés ici. Donc vous reprenez ces correspondances après cet exil qui vous a un petit peu meurtri, mais une Algérie, vous essayez de retrouver cette Algérie meurtrie, mais vous essayez aussi d'insuffler cette note d'espoir, cet intérêt pour l'art, pour la culture, à travers l'art plastique par la suite. Écoutez, là, c'est-à-dire que l'obligation d'aller de l'autre côté en 1994, pour moi c'était un truc dur parce qu'en même temps j'étais enseignant aux Beaux-Arts d'Alger. Et quand je suis parti une année avant l'assassinat de Ahmed Aslallah Yarhamou, donc pour moi il y avait aussi cette espèce de culpabilité d'avoir été, parce que mes étudiants, avec qui j'avais de très fortes relations, tout d'un coup il me manquait, puis eux aussi, donc j'avais un problème, même ma famille qui était à Blida et tout, et je n'ai jamais pu me détacher du pays. J'étais là-bas, mais je n'étais pas là-bas. Voilà, il était ici. Hein. Voilà. J'étais là-bas sans être là-bas. Vous aviez, j'imagine cette douleur. C'est-à-dire que je n'ai à aucun moment essayé de m'intégrer dans le système qui n'était pas le mien. Absolument. Et donc, toutes mes activités là-bas étaient en relation avec le pays. Oui, en 2003, par exemple, vous ramenez une bande d'amis pour parler de cette Algérie, de cette culture que vous avez laissée en Algérie. En 2003, c'était l'année de l'Algérie en France. J'ai eu la chance de pouvoir créer un événement à Marseille, un événement où j'ai fait ma propre intervention, on m'a donné un espace immense. Et j'ai fait venir des groupes artistiques, des anciens étudiants, comme le groupe Sabarin, et puis d'autres, des musiciens dont j'avais besoin. C'est comme ça que j'ai pu ramener Mohamed Bahaz et son groupe Gnawi pour faire des performances sur place, etc. J'ai fait venir des femmes de Kabylie qui ont la tradition de décoration murale de Ma'arkhan. J'ai fait venir, il y avait Zinem Laouedj avec un texte sur Aloula. Il y avait la référence de Aloula, la référence Khatib Yassine. Il y avait la référence de Tahar Jaout. Tout était là. Oui. Parce que je dis, moi, une chose, c'est qu'on n'existe pas, on ne se forme pas dans la vie comme ça. J'existe, je suis ce que je suis, grâce à tous ceux que j'ai rencontrés, à tous ceux que j'ai côtoyés, qu'ils soient artistes ou pas artistes, je me suis formé avec le partage avec les autres. Je ne suis pas un produit qui est venu avec Wahdo. Donc, je suis obligé de citer que les gens, grâce à qui je suis ce que je suis. Et vous le faites aussi si bien dans cette exposition ou cet espace artistique que vous avez créé, cet événement, je dirais, pluridisciplinaire, parce qu'il y aura de la musique avec vous. Farid Roudia, par exemple, il y a des tables rondes, de personnes qui témoignent, on va voir Denis Martinez à travers le regard notamment de Meziane Farhani, donc ce grand journaliste, ou encore Ali Silem, et donc Karim Sergoua, qui est votre disciple et votre élève et qui est devenu aujourd'hui professeur aux Beaux-Arts, qui continue aussi d'aller sur cette lancée de liberté,
d'expression et d'expression voilà, pluridisciplinaire, puisant justement dans notre patrimoine. Donc voilà, il y a vraiment différentes manifestations, mais je voulais insister sur ces amitiés, ces complicités dont vous parlez, qui sont présentes dans un espace en particulier, où vous citez Tahar Djaout, Mouloud Mamri, Had Tangour, un de vos amis, et tous ces auteurs que vous avez côtoyés, ces artistes. Bon, dans le passé, dans les années 80 ou avant, je ne sais plus, on avait, à un moment donné, avec Hamid Tibouchi, le poète, Tahar Djaout, et puis aussi des plasticiens comme Ali Selam, et bon, Oussama Abdeldaim et autres, on avait créé un petit, et Abdelhamid Larouati, on avait créé un petit groupe avec qu'on appelle les auto-éditions, un peu sauvages, avec, à l'époque, on n'avait pas les moyens techniques de maintenant, etc. Donc, ça permettait de diffuser la poésie en même temps avec des images. Et là, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que tout d'un coup, avec les moyens technologiques nouveaux, bon, que je manipule les nouvelles technologies, donc j'ai décidé de lancer une nouvelle auto-édition, ce qu'on appelle auto-édition, mais le choix d'un texte et d'une image recto verso que j'envoyais aux gens et qu'ils étaient libres de les imprimer et autres. Et donc, j'ai ramené des textes de Tahar Djaout, de Youssef Septi, de Mouloud Mamri, de Ahmed Asgar, etc. et que j'envoyais régulièrement aux amis, etc. Et là, maintenant, j'ai réimprimé ça sur des grands supports pour étaler tout ça, plus une installation. Mais ce qu'il faut, et ça c'est important, des gens qui sont venus visiter ces jours-ci m'ont trouvé que ce serait vraiment intéressant que ce soit publié. Parce qu'il y a la fois l'image, le texte, le graphisme du texte, etc. Mais ce qu'il faut dire aussi par rapport aux activités, c'est que mercredi, il y a une conférence avec Hassan Metref, que je fais aussi sur l'aventure du festival Racontar que nous avons créé en 2004. Une belle locomotive. Oui, donc qu'on a jusqu'en 2019. Ça, c'est un festival qui m'a permis d'exister sur le terrain. Et aussi, ce qu'il va y avoir, je vais faire une performance poétique avec projection d'un diaporama et percussion dans un des lieux. C'est l'événement qui clôturera tout ça. Et le plus important, un des moments festifs importants, c'est ce que j'appelle moi carnaval tchaklala. Oui, ça vous ressemble. En tout cas, vous êtes très mystique, mais aussi très festif, très. Voilà, il existe une très vieille tradition qui a persisté à travers les siècles, carnavalesque berbère, d'origine berbère et ancienne, à Benisnous. Cette tradition qui a résisté avec le temps, je m'en suis inspiré pour le festival Racontar. Il y a, dans le parcours de ce festival, avec un groupe de jeunes, on a mis en place un carnaval spécifique pour le festival et où tout le travail se fait de façon très créative, c'est-à-dire il récupère différents matériaux, des poules de mouton, des fils de fer, des cartons, machin, et il crée des personnages fantastiques. Et ça ressemble un peu à vos démarches dans les différentes expériences de performance. Et donc, tout ça, c'est pour déambuler dans les rues avec une façon folle, etc. Donc, la personne principale qui s'appelle Hadouchi Rafiq, qui est un des meilleurs animateurs de ce festival, de ce carnaval, va avec un groupe investir les lieux et moi avec un texte. Voilà. On va donner quand même la parole à Farid Khoudia ici présent qui humblement s'est effacé face à son ami. C'est son événement, non. Absolument. Moi, mais vous allez l'habiller musicalement. Oui. Voilà. Il nous faudrait une émission pour parler de... Moi, j'aurais tellement aimé insister sur Racontar et sa valeur dans votre parcours, mais bien sûr, ceux qui aimeraient en savoir plus, mercredi, ce sera à quelle heure avec Hassan? Normalement, c'est à 16h. À 16h, il y aura aussi une très intéressante table ronde autour justement du parcours de Denis Martinez avec une belle brochette
d'intervenants et témoins de ce parcours. Effectivement, ce sera le 24 du mois. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, Farid Khoja, donc ce sera à votre tour donc d'habiller musicalement cette belle performance artistique. Oui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir prêter ma voix donc à ce grand événement qui est d'autant plus important, qui se tient dans une villa mythique, dans Dar Abd al-Latif, n'est-ce pas, qui a un lieu, non seulement un lieu, mais c'est une histoire, et pouvoir fêter notre rencontre, fêter notre amitié, c'est vraiment très très gratifiant. Et je remercie Denis de m'avoir donné cette opportunité donc de prêter ma voix donc à ce grand événement. Et donc je suis vraiment très content pour lui qu'il ait enfin pu concrétiser donc cette rétrospective, cet espoir qu'il avait, qui nourrissait depuis quand même pas mal d'années, et qui se tienne justement dans un lieu chargé d'histoire et dans un mois qui est consacré au patrimoine. Absolument, donc voilà. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir clôturer le mois du patrimoine donc en musique et de permettre aux visiteurs de voyager encore à travers l'album qu'on aime tant, c'est Naranj. Oui. Voilà. Et c'est Naranj qui nous a réunis, c'est Naranj justement qui sera à l'honneur justement ce jeudi à partir de 17h, donc à Dar Abd al-Latif. Très bien, voilà. Donc à partir de 17h, Farid Khoja à l'honneur avec chant lyrique, andalou essentiellement, donc cette belle donc participation qui va agrémenter encore plus cet univers artistique vraiment qui a été concocté, orchestré par Denis Martinez ici présent, qu'on a été ravis de recevoir. Je vous dis rapidement, je voudrais quand même remercier deux personnes qui m'ont beaucoup aidé, parce que là, j'ai travaillé pendant 15 jours sur place. Il y a deux artistes qui sont venus m'aider de façon très efficace. C'est Nourdin Hanmouch et Rafiq Haddouchi qui ont été vraiment des gens d'une très grande générosité pour pouvoir... Autant que vous, Denis Martinez. Donc voilà. Donc l'univers graphique, c'est à Dar Abd al-Latif, donc tous les jours. Profitez-en si vous êtes dans les environs, si vous êtes à Alger en tout cas. N'hésitez pas à visiter cette belle exposition. Je dirais c'est au-delà de l'exposition, c'est une expérience artistique, effectivement. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Merci à Farid Khoja, merci à Denis Martinez. Bon vent pour la suite. Et bon vent aussi pour la suite du programme de ce magazine qui nous permettra de découvrir un autre parcours exceptionnel, celui de Rizqan Abdelmajid, qui vient me rejoindre dans un instant après ce reportage de Walid Yousfi. Walid Yousfi qui nous permet d'aller à Constantine lors de ce salon justement dédié au tourisme. C'est parti. Nazim l'a bien compris, le salon international Sirta Siyaha est l'occasion propice pour exposer son projet. Ce jeune entrepreneur algérien compte sur la forte participation à cet événement pour offrir de la visibilité et faire la promotion de son concept innovant et pourquoi pas décrocher des partenariats avec des opérateurs nationaux et étrangers. C'est un parc aquatique et un centre de détente. Ce projet aura un impact durable. On aura recours à des panneaux solaires et de nouvelles techniques pour nous alimenter en énergie. On aura aussi recours au tri sélectif en ce qui concerne les déchets. À travers notre start-up et en tant que jeunes, on essaye d'apporter une plus-value à notre pays. Ce rendez-vous regroupe pas moins de 70 entreprises publiques et privées, des associations de tourisme et des opérateurs de 8 pays venus exposer leurs services dans le domaine du tourisme et des voyages, du transport, de l'hôtellerie, des systèmes modernes de réservation et des équipements hôteliers. Nous avons mis en place une plateforme dédiée au tourisme. Cela nous a permis de décrocher un partenariat avec une entreprise saoudienne. Ils vont faire une visite au Sénégal et on va leur présenter les différents sites touristiques au Sénégal et on va faire un partenariat. L'Algérie sera une destination touristique de choix pour les Chinois. On essaie d'encourager le tourisme entre les pays arabes, notamment avec l'Algérie.
Le salon, qui se poursuit jusqu'au 16 mai courant, est une opportunité pour échanger les expériences, conclure des accords et tisser des relations économiques et commerciales. La manifestation constitue également une occasion pour mettre en valeur les potentialités touristiques, culturelles et historiques de l'Algérie et un espace pour la promotion des produits touristiques et le patrimoine séculaire de la cité du Vieux-Rocher. Voilà, ravie de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter un profil vraiment très atypique, une personne qui a dû vivre deux vies, je dirais, parce qu'il s'agit d'Abdelmajid Rezqan, donc ici présent, qui a été très présent dans l'histoire de notre pays à différentes instances. Donc il est difficile de résumer son parcours, mais il le fait si bien dans un ouvrage qui a été présenté récemment à Boujmia, donc du côté de Tighzirt, lors du Salon du Livre, organisé donc dans cette région entre le 11 et le 13 mai dernier. Donc il s'agit de Ma vie, un vrai marathon. Effectivement. Bienvenue en tout cas. Je vous remercie pour cette invitation, et particulièrement avec mon ami Riyad Belkhadim. Voilà, Riyad Belkhadim, donc vous me tendez une belle perche pour dire qu'il est là pour Je pense qu'il peut entamer la discussion et entamer mon parcours. Avec plaisir. Moi, en tout cas, dans mes habitudes, bonjour à Ladia. Bonjour. Moi, je dis tout aux téléspectateurs quand je suis à l'antenne. En fait, on s'est habitué depuis quelques semaines, depuis le début du tournoi africain, à ce qu'il y ait une petite page sportive. Mais aujourd'hui, j'ai tenu absolument à passer en même temps que Abdelmajid Rezqan, parce que en fait, c'est pas qu'il a un gros CV, c'est qu'il a un parcours impressionnant. Qui colle au mouvement sportif national, à différentes étapes. J'ai peu connu, ou pas, je pense qu'il n'existe pas de président de fédération qui ont chapeauté autant de sports dans notre pays. Je vais nommer le basket, il y en a 6, basket, le football, le handball, l'escrime, aidez-moi monsieur Rezqan, le football, j'étais secrétaire général de la fédération. Et l'athlétisme, d'où le petit clin d'œil dans le titre du livre, le marathon d'une vie, parce qu'il est en plus maintenant, il organise des événements. Des événements liés toujours à la vie sportive. Au marathon, aux sportifs, c'est ce qui se fait partout. Le marathon des dunes, entre autres, qui a été une de vos créations. J'organisais également des marathons pour les femmes aussi. Oui, absolument. Les foulées des gazelles. Oui, les foulées des gazelles, le marathon des dunes, ce sont vraiment des événements qui ont marqué les esprits, en tout cas. Donc voilà, tout ça résume à ma vie depuis mon enfance, la jeunesse, ma vie professionnelle surtout. Dans le livre, c'est un livre technique et de référence, surtout dans le mouvement sportif national. Moi, ma première question, si vous permettez, Radia. Bien sûr, mais bien sûr. Quand est-ce que vous avez eu l'idée d'écrire ce livre et pourquoi vous l'avez écrit? Écoutez, on a tendance à parler beaucoup chez nous, il faut le dire. Mais personne n'ose écrire. Moi, je voulais donner un exemple. Je peux dire, par modestie, que je suis le seul cadre supérieur du secteur du sport, ayant beaucoup eu de responsabilités, à écrire l'histoire du sport, la naissance du mouvement sportif national, ayant occupé beaucoup de responsabilités au niveau de 6 fédérations, 2 mandats avec 2 présidents du comité olympique. Il fallait écrire ce livre, c'est l'histoire. J'ai eu cette idée au moment de la pandémie du Covid, une période difficile, on tournait en rang, on ne savait pas quoi faire. Il y avait du temps pour la réflexion. Mes petits-enfants me demandaient de raconter des histoires. J'ai commencé à leur raconter ma vie. J'ai dit pourquoi pas écrire. Je me suis mis à l'ordinateur et voilà comment c'est venu. C'est ça qui m'a poussé et j'ai mis quand même 2 ans pour pondre ce livre. Et il a bon écho, je pense, à travers mes amis, à travers les gens qui l'ont eu sous la main.
Oui, absolument. Donc j'imagine qu'ils avaient été aussi impressionnés que moi, qui ne vous connaît pas, et qui a découvert toutes ces étapes. Vous racontez aussi des anecdotes, des faits qui ont existé, des faits aussi charnières par rapport à des situations de crise. Vous les racontez si bien, avec simplicité. Ah ben, c'est croustillant, par exemple. Oui, absolument. Sur 14 chapitres, j'ai commencé à l'âge de 14 ans à porter une arme dans le cartable pour les terroristes. À cet âge également, à l'indépendance, on a ouvert une école pour mettre les enfants en classe. Il n'y avait pas de gouvernement à l'époque. On s'est organisé entre copains. On a ouvert une école. J'étais le directeur et mon frère était avec ses copains. Ils ont pris en charge les élèves qui étaient abandonnés juste après l'indépendance. Au niveau de la vie de mes parents, pour vous dire, mes parents, pendant la Révolution et la guerre, ils sont venus à pied du village d'origine de mes parents, de Genzet, mes origines, à pied jusqu'à Alger. Je raconte. Oui. Vous le racontez si bien. C'est comme un loin. On situe un peu Genzet. Genzet, c'est un village assez particulier où il y a d'ailleurs de grandes personnalités, notamment du sport. Ami Mohamed El Hadj Mchrara, qui était président de la Ligue de football professionnel. Bilal Ziri, la star du football. Il y a 14 journalistes sportifs. Mustafa Wahed, je crois, de Genzet. Yazid Wahed, Hassan Jaber. Hassan Jaber de la télévision algérienne. Alors, ils sont 14 journalistes. Alors, c'est un carrefour entre 3 wilayas, je crois, Sétif, Béjaïa et je crois Borj, je crois. C'est un petit carrefour. C'est assez particulier. Alors imaginez à pied, ses parents à pied Ils ont fait 300 km en 3 jours. À l'époque, il n'y avait pas le camembert, il y avait que la galette. C'était tout un groupe. Ils sont venus à Alger, à Bellecour et à la Redoute. Voilà, je raconte tout ça dans mon livre et je raconte également tout ce qui est. Vous parlez de votre frère. En fait, si vous aimez le marathon, c'est pas pour rien. Vos parents ont commencé par le faire. Voilà, c'était dans les gènes. C'était déjà dans les gènes. Je raconte également l'initiative que j'ai initiée toujours à Genzet, la fête de la Shleta. C'est moi qui ai eu l'initiative avec un semi-marathon également. L'année dernière, au mois d'août, j'ai amené justement Bilal. Vous avez vu quelques images, c'est pas mal. 5000 personnes. Mahmoud Gendouz, l'ancien capitaine de l'équipe nationale. Exactement, tous les anciens sont venus. On a fait un match gala. Ils ont participé à la fête de la Shleta. Pour manger une Shleta, voilà. Oui, voilà. Donc, et puis c'est bien. En ce moment, les mets traditionnels algériens sont très bien classés à l'échelle internationale. On a vraiment des gâteaux et des plats qui sont vraiment très, très appréciés. Je parle également de mon passage au ministère. J'étais chef de bureau. À l'époque, j'étais tout jeune. Je dirigeais le sport scolaire universitaire. Dans mon livre, justement, je fais un constat de la régression du sport scolaire. On est en plein dedans. D'où ça m'a fait plaisir la relance. Que le président de la République prenne une décision concernant le sport scolaire, dont je suis fier de Et on fait un énorme chantier, tout à fait. Absolument, vous en parlez. Vous parlez aussi de beaucoup d'anecdotes liées à des postes administratifs clés par rapport au monde du sport et aussi à l'Algérie touristique aussi. Écoutez, moi, à travers mon service au niveau du mouvement sportif, je parle également si vous voulez, du football. Là où j'ai vécu longtemps, j'étais d'abord membre du bureau d'office, membre du bureau fédéral. À l'époque, j'étais au PSA. On défendait la grille de Paris PSA. sportif algérien. Donc, j'étais d'office membre du bureau avant d'être secrétaire général. La fédération de football, j'ai participé à la préparation de la Coupe du Monde 82. Le président était Hadj Sakkal à l'époque, donc j'étais responsable de la préparation de l'équipe nationale et des matchs de préparation. J'étais l'initiateur
ayant traité avec Sonitex pour le maillot. Qui revient à la mode d'ailleurs. Qui revient à la mode. Vous vous souvenez là, de ce maillot de l'équipe 82 qui maintenant est porté par la jeune génération. J'ai ramené les tailleurs de Béjaïa à l'hôtel du 5 juillet pour prendre les mesures des joueurs. Et puis, on vous doit beaucoup pour le développement du sponsoring sportif parce que vous étiez parmi les premiers à mettre les jalons du sponsoring qui a donné toute la valeur à l'évolution des clubs. Justement, parlant de sponsoring, la Coupe de 90, j'étais responsable de la commission La Coupe d'Afrique des Nations, que l'Algérie a remportée. Non, la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, 90. 90, le président était Ammar Azzouz. J'étais président de la commission sponsoring. On a eu quand même beaucoup d'argent pour motiver. Et pourtant, c'était des années difficiles à l'époque. C'était nouveau pour la fédération, pour l'organisation. On a eu quand même plus d'1 milliard de centimes en dinars et 30 millions de centimes en devises. C'est ce qui a motivé les joueurs à gagner la Coupe d'Afrique. En tout cas, la fédération continue d'injecter de l'argent pour motiver la jeune génération. Aujourd'hui, on assiste à l'organisation d'un très bel événement sportif, la CAN des U17 ou des moins de 17, que notre ami Riyad Belkhadim a eu l'occasion de suivre toute la semaine. Il va nous parler un petit peu. Sport, hein. Voilà, pas tirer la couverture à moi, c'est pas non, bon, par rapport à Bonjour d'Algérie, c'était vos résumés qu'on avait au quotidien. Donc là, où est-ce qu'on en est par rapport à cette Coupe d'Afrique ? Voilà, on arrive à la fin, on connaît les deux protagonistes qui vont animer la finale. Mais avant, je vais laisser un petit peu de surprise, avant de parler des demi-finales qui se sont déroulées hier. En fait, la conclusion, vous parlez d'expérience. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que l'Algérie a la capacité d'organiser de grands événements. Après le CHAN, c'était en début d'année, une grande réussite. L'Algérie ne l'a pas remporté, elle est tombée sur un os. Quel talent, ces Sénégalais qui l'ont emporté face à nous. Mais en tout cas, la victoire algérienne, c'était la victoire de l'organisation. Celle-ci aussi, celle de la CAN, c'est la victoire de l'organisation. Et on revoit voilà, l'image de ce match hier, parce que hier, le Burkina, eh bien, c'est peut-être la seule formation qui a poussé le Sénégal jusqu'à ses retranchements. Le Sénégal était habitué à remporter des matchs 3-0, 5-0, c'était le dernier score face à l'Afrique du Sud. Et le Burkina a poussé les Sénégalais jusqu'au tir au but, un but partout et 5 tirs au but à 4. Les Sénégalais donc sont en finale, ça sera au Mandela Stadium et ils affronteront le Maroc qui a remporté également au tir au but face au Mali, 6 tirs au but à 5, même si dans les dernières minutes du match, petit bémol peut-être, encore une histoire de VAR, hein, monsieur Erskan, ce but peut-être qui aurait pu être validé par la VAR pour les Burkinabés, qui auraient pu aller en finale. Et puis le tir au but, c'est un peu la roulette russe. Voilà donc Mali-Sénégal pour la finale, ce sera vendredi au stade Nelson Mandela de Baraké. Très bien, merci infiniment Riyad. On revient à notre invité, donc Monsieur Abdelmajid Erskan. Au terme de cette rencontre, voilà, je tiens à dire que le marathon n'est pas encore achevé. Parce que le marathon d'une vie continue, vous ne vous arrêtez jamais en fait. Vous continuez d'écrire et d'organiser. Vu l'état physique, je suis toujours en forme pour continuer le marathon. Parlant de Cannes, je raconte une histoire que beaucoup de journalistes n'étaient pas au courant. La suspension de l'Algérie. À une époque, ils voulaient nous suspendre parce qu'on avait fait un travail. Vous avez parlé d'arbitrage tout à l'heure. Nous avons, à l'époque... On dit pudiquement coulisses, mais on sait comment ça se passe en réalité. Nous, à l'époque, on travaillait en coulisses. Il y avait des hommes, une fédération puissante, il y avait des ministres puissants qui nous surveillaient parce qu'on avait peur que le pays perde en football. Le public admirait l'équipe nationale de l'époque. Même si elle était talentueuse, il fallait la protéger. Il fallait la protéger, justement. Donc, on faisait un travail de coulisses. L'ancien secrétaire général Blatter, qui était un ami, on travaillait, on ramenait des arbitres européens pour la dernière manche de la Coupe du Monde et la CAF voulait nous suspendre. À l'époque, le ministre
l'information n'avait pas circulé. Elle était entre les deux ministres, les deux Kamel, Bouchama et Mantouri. Qui a préfacé votre livre, Kamel Bouchama. C'est Kamel Bouchama qui a fait la préface. Donc je parle de l'information. Il y avait le président Laher Mouchedli et les deux Kamel et moi. Personne d'autre n'était au courant de la suspension de l'Algérie. On m'a envoyé en express à Kinshasa. Kinshasa, c'est pas facile d'y aller. Bon, l'ambassadeur. Au Congo. Voilà. Donc j'ai été. Et vous avez dénoué la crise. Je préfère que les lecteurs lisent Oui, absolument. En tout cas, on les invite à découvrir les détails croustillants de votre vie, inscrits dans une vie, un vrai marathon. C'est un livre qui peut inspirer les nouvelles générations. Oui, c'est un livre qui fera référence par rapport au monde du sport, mais aussi à toute personne désirant voir une expérience de vie qui est inspirante, celle de Abdelmajid Reskan ici présent, qu'on a été ravis de recevoir. Merci infiniment pour cette présence. C'est moi qui vous remercie et je remercie mon ami Riyad également d'être près de moi. C'est une sécurité. Vous ne risquez rien ici. Bonjour d'Algérie, au pire, le café est un peu trop fort. J'ai l'habitude. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous. On a été ravis de vous servir ce matin. C'est la fin de ce programme. Merci pour votre fidélité et pour votre attention. Bonne journée à tous.